Ah, bonsoir à tous. Je suis désolée, j'avais programmé une vidéo sur les conseils de quelqu'un qui sait bien manier ça. Et les vidéos faites comme ça démarrent pile à l'heure et j'ai 2 minutes de retard. Les aléas du direct avec les enfants à coucher et à hâter. Alors, concernant les devoirs, concernant ce souci de devoir ou ce lien essentiel parent-école, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, soit on veut les interdire, soit on trouve que c'est très bien, soit on se dit que c'est essentiel parce que ça lie l'école à la famille et ça permet d'avoir un suivi et un regard du parent sur ce qui se fait à l'école et un retour utile. Il y a du pour, il y a du contre, il y a absolument tout dans les devoirs et puis soit ça ravive des souvenirs très douloureux, soit ça permet de se rappeler des moments qui créent du lien avec l'école quand on était enfant. Et il y a vraiment plein de choses. Alors, juste pour faire le lien avec un autre pays, je viens de parler avec une maman qui vit en Norvège depuis 1 an. Donc ses enfants étaient scolarisés dans la même école que mes enfants l'an dernier et elles ont pu vivre ce qui se passait pendant 1 an en Norvège. Donc en Norvège, elle me disait il faut remettre les choses dans leur contexte. Les parents ne sont pas du tout stressés par rapport aux études de leurs enfants parce que c'est le plein emploi là-bas. Ils ont énormément de pétrole, ils ont beaucoup de richesses et ils ont en matière sociale beaucoup d'apports pour les familles. Donc, comme les enfants sont à peu près assurés de trouver du boulot, tout ce qui est scolaire, finalement, est presque secondaire. Donc, on se retrouve avec des enfants qui ne font pas forcément les devoirs. Il y a des devoirs à faire, mais si on estime qu'ils sont trop importants, on ne va pas les faire et ça ne va stresser personne, ni les parents, ni les enfants, ni les professeurs. Si l'enfant estime que la journée du lendemain sera un peu trop dense à l'école, ça lui arrive de ne pas venir et là c'est pareil, ça ne pose problème à personne. Et là c'est assez étonnant, on n'a pas du tout cette habitude-là en France. Moi quand elle me racontait ça, cette maman, j'étais très étonnée et vraiment surprise, mais c'est le cas. Donc le lien au devoir est totalement relatif. Le lien aux évaluations en Norvège est totalement relatif et le lien à l'école est lui aussi presque pris en dilettante. On fait ce qui nous intéresse et ce que l'on va estimer trop long, trop difficile ou qui demande trop d'acharnement, à la limite on va le laisser peut-être un petit peu de côté. Bon, alors ça c'est le cas de la Norvège. Maintenant, pour en revenir en France, ce que j'en dis, moi, c'est que je trouve que les devoirs oraux sont imbuvables. Moi, on me demandait, en tant qu'institutrice, des parents me disaient « Mais pourquoi vous ne faites pas apprendre les leçons par cœur et les réciter le lendemain ?» Le par cœur, pour moi, ça n'a jamais rien appris à personne. On peut être un singe savant et réciter une comptine qu'on a apprise sous forme de litanie, comme cela, et ne pas du tout adhérer, ne pas avoir compris, et ne pas être plus riche, ne pas avoir plus de connaissances après. Donc, le par cœur, à part les poésies, je vois pas l'intérêt. Ce que je trouve d'hyper impliquant pour l'enfant, c'est tout ce qui est écrit. Donc, j'aime bien que l'on donne un petit exercice parce que je trouve ça moins difficile pour l'enfant. Souvenez-vous, vous, quand vous aviez des devoirs, on vous donnait une leçon à apprendre, un devoir écrit, vous faisiez d'abord le devoir écrit parce que c'était finalement le moins pénible et c'était aussi ce qui laissait une trace. Alors que la leçon, on estime que elle va passer au second plan et c'est ce qu'il faudrait faire en amont pour pouvoir bien faire ses devoirs. Moi, je pense que le devoir écrit, petit, court, 1/4 d'heure maximum, est plus important parce que on va être obligé de se référer à la leçon pour pouvoir le résoudre. Donc, de toute façon, la leçon sera vue, c'est intrinsèque, c'est compris dans le fait de faire l'exercice. Et à côté de ça, eh bien, là, on se dit que si on redonne des devoirs écrits en école élémentaire, on va se retrouver avec tous les problèmes de parents non lecteurs ou de parents ne parlant pas la langue, ne pouvant pas seconder les enfants. C'est bien le souci
Nathalie qui dit d'accord avec toi, le par cœur c'est nul. Eh bien, je trouve aussi parce qu'on peut très bien ne pas comprendre. Et juste un petit exemple par rapport à ça, quand j'étais en maternelle, j'avais des moyennes sections. Il fallait les évaluer pour savoir s'ils connaissaient les nombres. Évidemment, on interrogeait n'importe quel enfant de la classe, il savait nous réciter parfaitement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 20, voire 30, parce qu'ils ont une très bonne mémoire. Après, on leur demandait de nous prendre 6 objets. Eh bien, 6 objets, pour certains, ça n'était pas clair. Ils ne savaient pas que le 6 de la comptine numérique représentait une quantité. Et là, on a bien tous les travers du par cœur, parce que l'enfant a une mémoire d'éléphant. Il va retenir tout ce qu'il entend parce qu'on le répète, parce qu'on le redit. Ça ne veut pas dire que c'est acquis. Donc le par cœur, pour moi, vraiment, ça n'a aucun intérêt, sauf si c'est une poésie, parce que là, il y a tout le système de rime, tout le système d'éveil à la sensibilité, de résonance à l'oreille et de théâtralisation. Donc là, l'intérêt de la poésie est tout autre. Mais pour moi, c'est le seul. Et puis les chansons par cœur. Là aussi, j'y vois un grand intérêt. Parce qu'on peut chanter tout le temps, comme ça, en se promenant dans la rue. Donc là, je trouve ça chouette. Maintenant, pour en revenir aux devoirs. Donc les devoirs écrits. Là, il y a eu plein de réactions suite à ce post sur la mesure prise par notre ministre, qui est d'instaurer les devoirs faits à la maison, en gros, pour schématiser, 16h-18h. Je ne pense pas que cette mesure sera obligatoire. Je ne vois pas pourquoi. Les parents pouvant s'occuper des enfants et les prenant après à l'école et faisant les devoirs avec eux ne seront pas tenus de laisser l'enfant jusqu'à 18h à l'école. Ça n'aurait aucun sens. Là, on parle des enfants qui, eux, sont pris souvent en charge par l'école ou n'ont pas de structure d'accueil, sont un peu livrés à eux-mêmes, où là, on pourra les accueillir et avoir un vrai suivi des devoirs. Donc, les devoirs écrits, le fait d'en donner, donc là je vous ai donné mon point de vue, je pense qu'il est mieux d'impliquer l'enfant de manière corporelle et de lui demander de faire soit un découpage, ça c'est pas forcément de l'écriture, hein. On peut avoir un découpage et coller des gommettes, coller des petites vignettes aussi que l'on a découpées pour reconstituer des phrases ou pour faire un exercice de conjugaison. Il faut varier tout ça. Mais quelque chose qui rende l'enfant actif, pas simplement être assis devant une leçon imbuvable. Ça peut être un exercice à 3 complété, ça peut être des choses à relier, enfin des jeux tout simplement. Ensuite, là, beaucoup de réactions de ce que vous avez évoqué par rapport aux devoirs. Et là, je vous trouve vraiment géniaux et vraiment sensés. Ça prouve que vous avez vraiment compris l'intérêt des devoirs, si on poursuit avec cette histoire de devoirs. C'est le fait d'avoir le lien école-parents. Moi, le fait de m'asseoir à côté de ma fille et de voir ce qu'elle a à faire et où elle en est, me permet aussi de me dire, tiens, ils ont fait ça. Ok, donc ça, cette notion est censée être intégrée. On va pouvoir l'interroger dessus, on va pouvoir lui faire un exercice, on va pouvoir aller plus loin, on va pouvoir lire un article et en parler. Et donc, ça, c'est un pas de plus qui est fait dans l'apprentissage. L'autre intérêt que j'y vois, donc, c'est le fait de pouvoir faire oraliser l'enfant. Donc, l'enfant est face à vous. Vous avez un point d'ancrage pour partir avec lui sur ce qu'il a fait à l'école, parce que souvent les enfants ont du mal à raconter. Donc là, le fait d'avoir le devoir qui est à faire, on part là-dessus et ça permet de raconter toute la journée. Donc l'enfant va pouvoir verbaliser, dire où il en est, ce qu'il a ressenti par rapport à ça, parce que là aussi vous pouvez percevoir s'il y a un mal-être, alors que si vous n'avez aucune base, vous ne saurez pas. Maintenant, pour en revenir justement à l'essence de cette mesure, alors juste pas que je m'égare trop. Donc ça, c'est pour les parents qui sont pour les devoirs et qui ont bien compris le lien devoir-maison. Et après, il y a d'autres parents qui se disent que ça n'a aucun sens de mettre des devoirs, que ça prend du temps et qu'on n'a pas le temps de se pencher dessus. Et je vous comprends à 100% et je trouve d'ailleurs que vous avez raison. Ce que je ferai, enfin ce qui me paraît important, c'est de donner
peut-être un minuscule devoir le soir en semaine que l'enfant pourra faire de manière facile, aisée, et peut-être de donner des devoirs supplémentaires pour ceux qui veulent. D'ailleurs, c'est ce que je faisais. Je donnais des petits exercices en plus que je savais ne pas donner en classe, et c'était à discrétion de qui voulait, s'ils avaient envie, et on les corrigeait le lendemain un peu plus rapidement, ou je les corrigeais moi dans le cahier directement. À côté de ça, ce que je ferai moi, c'est donner un peu plus de devoirs le week-end, parce que le week-end, le parent a un peu plus le temps de se pencher sur les devoirs. Même pour le parent ne sachant pas lire, donc, ou ne connaissant pas la langue du pays. Donc, le week-end, ça me paraît essentiel d'en donner un petit peu. On n'a pas dit qu'il en fallait 3 tonnes et qu'il fallait y passer 4 heures quand on est en élémentaire. Au collège, au lycée, c'est différent. On va y passer beaucoup, beaucoup plus de temps. Mais le fait d'en donner un petit peu le week-end, je trouve ça essentiel. Donc des devoirs totalement en autonomie la semaine. Et si le lendemain, l'enfant arrive en disant « je n'ai pas réussi à les faire maîtresse ou maître, je suis désolée », que ce ne soit pas pénalisé. En revanche, le week-end, on demande un petit peu plus d'implication, un petit peu plus de temps, et là, on va pouvoir demander quelque chose d'un petit peu plus fourni, sans que ça prenne 4 heures. Évidemment, l'enfant qui est au collège et qui a d'énormes devoirs le week-end, là, on va avoir un souci parce qu'il n'y aura pas de permanence d'assuré pour les aider. Donc, il faudra que tout ça se fasse en semaine. Il faudra que l'enfant anticipe. Donc ça, c'est pour le lien école, le rythme des devoirs, ce que j'en ferai moi. Alors, Nathalie demande, c'est pas pour le collège cette mesure. Si, la mesure des devoirs et de l'assistanat est aussi prise pour le collège. Alors, j'ai relu des articles là avant de vous en parler, mais on n'a pas beaucoup de précisions encore sur le mode opératoire, sur la manière dont ça va être mis en place. Donc, il va falloir du personnel compétent et donc des étudiants peut-être qualifiés. Donc des étudiants sont censés avoir un niveau, sont censés pouvoir aider des primaires et des collégiens bien sûr. Donc là, niveau organisation, de ce que j'en ai lu, on va demander à des volontaires. Peut-être qu'on pourra faire appel à des retraités qui ont une qualification et qui peuvent apporter de l'assistance aux élèves, peut-être des professeurs retraités, en les rémunérant, bien sûr, des étudiants. Donc tout ça représente du personnel qualifié, mais qui sera obligé d'être rémunéré pour ce service rendu. Donc évidemment, ça a un coût. Mais les bénéfices en termes d'accompagnement de l'enfant sont substantiels à mon avis. Donc pour la mise en place, j'en sais pas beaucoup plus. Ce qui me séduit dans cette mesure, sur la manière dont se déroule l'étude à l'école, j'ai souvent assisté à l'étude parce que ça se faisait dans mes classes et que je restais après le travail pour pouvoir corriger mes copies. Donc j'étais dans la salle, il y avait un animateur, j'étais présente, et les élèves qui me connaissaient, il y avait pas mal de mes élèves parmi les enfants qui restaient. L'animateur aidait les enfants, mais ce n'était pas toujours de son ressort, et j'ai déjà vu des animateurs qui disaient « moi je suis là pour surveiller, c'est une étude surveillée, mais ce n'est pas une assistance ». Donc j'ai vu des animateurs qui envoyaient balader les enfants qui avaient besoin d'aide en leur disant « ce n'est pas de mon ressort », et retourner aussi ça sur leur téléphone ou ce qu'ils étaient en train de faire. Ce que je trouvais un petit peu aberrant en laissant des enfants se dépatouiller tout seuls avec leurs exercices. Donc, à ce moment-là, j'étais là pour intervenir, mais c'était pas toujours, j'étais pas toujours là et c'était pas forcément épanouissant pour l'enfant d'avoir un adulte dans la salle qui ne pouvait pas répondre à ses besoins. Donc là, si on peut avoir quelqu'un de rémunéré pour ça, qui est vraiment dédié à ça et qui a le niveau nécessaire pour aider l'enfant, je dis triple oui. Parce qu'on aura les enfants qui rentreront à la maison en ayant les devoirs de fait, en ayant les parents
qui n'auront pas besoin d'avoir un retour sur ce qui a dû être fait suite aux demandes des professeurs. On aura des enfants qui auront compris, qui auront quelqu'un de frais, de patient et de motivé en face d'eux pour répondre à leurs questions. Alors que quand on est parent, là, je vous le dis très, très sincèrement du point de vue du parent, quand on est encore dans le speed du travail, dans le speed de faire manger les enfants, de préparer à manger, de répondre aux questions de la fratrie si on a plusieurs enfants, de communiquer avec eux, parce que sans arrêt il faut communiquer, ils ont envie de nous raconter des choses et on a envie d'en savoir sur leur journée, rajouter une couche de devoir là-dessus, c'est vraiment compliqué. Enfin vraiment maintenant que je suis de l'autre côté du miroir, je repense à parfois aux tonnes de devoirs que j'ai pu donner et j'en fais des jaunisses. Je me dis mais c'est pas possible, mais comment ai-je pu donner ça? Et je sais qu'il y avait des moments où j'ai écrit aux parents par après pour dire je suis désolée, je crois que j'ai donné trop de devoirs. Si l'enfant ne fait pas ça, ne fait pas ci, ce n'est pas grave, ne vous en faites pas. Il faut au minimum que ceci soit fait et voilà, on verra pour le reste ensuite quoi. Mais quand on est jeune. Quand on est jeune enseignant, qu'on n'a pas d'enfants chez soi, en fait, on ne se rend pas compte. C'est à partir du moment où on a des enfants qui sont en âge d'écrire et d'avoir des devoirs où on réalise. Donc, pour moi, cette étude assistée est vraiment salutaire. Et je dis pas ça pour que les parents se dédouanent de ce qu'ils ont à faire avec leurs enfants, pas du tout. Et les parents pourront s'investir le week-end pour les faire avec eux. Mais je dis surtout ça pour que les relations parents-enfants se passent bien le soir, qu'on ne soit pas avec un enfant assis à table en train de pleurer devant ses exercices parce que les parents n'en peuvent plus, parce qu'ils ont vraiment autre chose à faire. Et là, je vous comprends, les parents ont vraiment autre chose à faire le soir aussi. Et il y a des parents qui rentrent extrêmement tard. Il y en a qui rentrent à 21h. Il y en a qui démarrent leur travail quand les enfants rentrent de l'école. Là, je pense à tout le personnel d'entretien de bureau, par exemple, qui sont obligés d'aller faire des ménages quand les employés sortent. Donc là, ils se retrouvent à travailler le soir tard. Eh bien, on ne peut pas avoir un enfant à 21h qui a encore un exercice à faire et qui va reculer d'autant le moment du coucher avec le stress que les devoirs ajoutent en plus. Donc, moi, cette mesure me paraît vraiment salutaire, vraiment bonne. Il faut que ça reste optionnel, il faut que ça reste un choix de la famille. Il faut que toutes les familles qui s'occupent des enfants aient évidemment l'option de ne pas mettre les enfants en études surveillées et assistées. Et après, il faut aussi que ce soit un choix communal, parce qu'il y a des mamans qui ont soulevé le fait que les bus de collégiens, et ça je l'ai vécu parce que j'étais aussi dans un village en étant petite, les bus partent tous à horaire fixe et ils ne sont pas flexibles et on n'a pas 2 tours de bus. Donc si le bus part à 17h ou 17h30, on ne pourra pas rester à l'étude jusqu'à 18h. Et là, c'est dommage parce qu'on a justement un personnel de qualité qui va être là, qui va être présent. Et connaissant l'ampleur des devoirs qui sont demandés au collège, si on a quelqu'un de compétent qui peut aider et qui est à disposition, il est important que l'enfant y ait droit et y ait droit jusqu'au bout et qu'il puisse rentrer chez lui en étant apaisé et en n'ayant pas demandé encore aux parents de les aider. Sachant que moi, je me retrouvais aussi avec des parents qui avaient oublié les notions de mathématiques que l'on étudiait au collège, parce que ce sont des choses qu'on ne voit pas forcément tous les jours, on a du mal à se replonger dedans. Et je me souviens vraiment de ces moments de stress, assise à côté de ma maman qui ne pouvait pas répondre immédiatement à mes questions, et moi qui étais en attente parce que j'avais envie d'expédier ça, de faire autre chose. Et finalement, ça donnait lieu à des moments de tension pas du tout agréables. Donc là aussi, le fait d'harmoniser les services de bus qui sont payés par la commune pour que les bus, le ramassage scolaire puisse se faire au bon moment, en bonne entente avec le collège et le lycée dont ils dépendent, ça me paraît essentiel. Donc tout ça, ce sont des ajustements qui sont énormes. Ça a l'air de rien vu comme ça, mais du point de vue du ministère, vu le nombre de communes qu'il y a en France, ça demande énormément de temps, de coopération, de collaboration, pour faire entrer en coopération tous les services et tous les personnels impliqués.
Je relis un petit peu vos réflexions pour pouvoir rebondir dessus parce qu'il y avait vraiment plein de bonnes choses. Et il y a une maman qui me disait est-ce que ce temps de scolaire libre que l'on va utiliser pour les devoirs ne pourrait pas être utilisé différemment en supprimant totalement les devoirs et en emmenant les enfants faire des sorties au musée, acheter une baguette de pain pour qu'ils sachent se débrouiller dans la rue, dans les commerces, ou faire de la couture, ou je ne sais quoi. Donc là, je trouve l'idée bonne, mais je pense que tout ça peut être fait par l'enseignant, et en ce petit laps de temps, de même pas 2 heures, le temps qu'on se mette en route, que l'enfant mange son goûter, qu'il joue un petit peu, et qu'ensuite on se mette au devoir, je pense que c'est trop court, et que ce temps-là ne sera pas utilisé pour une sortie autre que de rester en classe, d'échanger et de revenir sur des notions non comprises. La réflexion que me faisait cette maman aussi me disait que était liée au fait qu'on apprenne plein de choses inutiles à l'école qui ne serviront pas plus tard et qui restent dans les oubliettes. Et là, on touche un point essentiel de l'enseignement généralisé à tous les enfants, de toute une nation, pour plusieurs classes d'âge. Et là, je voulais en dire un mot parce que ça me touche vraiment de près. Et d'ailleurs, je lui ai cité un exemple très précis parlant de cette impression d'apprendre des choses qui ne riment à rien et qui ne seront pas utiles dans nos vies. On est obligé d'apporter un maximum de choses aux élèves et ce qui ne va pas vous toucher, vous, va toucher votre voisin et va peut-être éveiller une vocation, susciter une émotion, va amener quelque chose qui va rester là quelque part et qui plus tard va se développer ou ne va pas se développer. Ce sera peut-être complètement inhibé, on n'en aura jamais besoin, mais on l'aura entendu. Ce qu'il faut se dire avec tout ça, c'est qu'on a énormément de choses qui se mettent en place dans le cerveau et que ça construit notre culture générale, même si vous avez l'impression de ne pas vous en servir, vous, concrètement, tous les jours plus tard. Il est extrêmement difficile pour un professeur de savoir ce qui va être utile pour tout le monde, tout le temps, tous les jours. Et en fait, il n'y a rien qui est utile tout le temps, tous les jours à tout le monde. Donc, l'essentiel, c'est de semer des petites graines quand on est enseignant et d'éveiller la curiosité, l'envie, le désir, le fait de se poser des questions, d'avoir envie d'aller plus loin, de chercher, d'être curieux. Et même si finalement il y a des choses qui seront laissées tomber. Et c'est d'ailleurs ce que fait le cerveau ensuite. Toutes les connexions qui seront utilisées par l'enfant seront renforcées et ce qui est moins utilisé sera coupé et puis sera laissé. C'est ce que l'on appelle l'élagage synaptique. Donc tout ce que l'on aura créé dans le cerveau de l'enfant qui ne sera pas utilisé plus tard ou moins, sera coupé comme des branches d'un arbre que l'on va qui sont mortes parce qu'on s'en sert moins. Et le cerveau va spontanément couper ces connexions parce que on n'aura pas besoin de l'information. Par rapport à ça, j'ai un exemple très concret. Je suis alsacienne d'origine. L'allemand était obligatoire. Si on ne le prenait pas en 6e, on devait le démarrer en 4e. C'était en étant frontalier, on était obligé d'apprendre cette langue. Moi, de toute façon, je m'étais juré que je ne m'en servirais jamais, que c'était une matière inutile et que, en gros, j'attendais que ça se passe jusqu'au moment où j'en serais enfin débarrassée après le bac. J'ai eu une professeure sympathique, 4e, 3e, et en seconde, là, je suis tombée sur un professeur qui était extrêmement exigeant. Et là, je me suis dit, zut, ça va mal se passer parce que moi, c'est ma matière que j'estime être, inutile. Donc, j'avais pas prévu de spécialement travailler, sauf que ce professeur nous demandait d'apprendre les verbes forts, de vraiment travailler. Il était très rigoureux, les interrogations pouvaient tomber n'importe quand, donc on était vraiment obligé de fournir du travail si on ne voulait pas se retrouver avec une moyenne catastrophique. Ce que j'ai fait, bien sûr, et ce professeur qui avait des méthodes un peu militaires au début, qui était carré au possible, ensuite, en ayant une classe investie, travailleuse, qui faisait exactement ce qu'il avait demandé quand il l'avait demandé, s'est complètement assoupli
tout en maintenant le niveau de travail, et s'est mis à blaguer avec nous, à être extrêmement sympathique, et l'ambiance de cette classe a été phénoménale du début à la fin. Ce professeur m'a marqué, c'est mon modèle, et d'ailleurs en répondant à cette maman ce matin, je me suis dit peut-être que je peux le retrouver grâce à Facebook, et je lui ai écrit et il m'a répondu, il semblerait bien qu'il s'agisse de lui. Donc je suis ravie parce que ça a vraiment été un modèle. Et d'ailleurs, cette matière que je jugeais inutile et qui ne m'intéressait pas plus que ça, m'a énormément servi parce que vous le savez peut-être, je suis partie. Ensuite, j'ai dû enseigner l'allemand dans ma classe lors de ma première année. J'étais un 0 pointé en allemand, enfin j'étais pas à l'aise, pas autant qu'en anglais. Je suis partie au Goethe Institute pendant 1 mois pour parfaire la langue. J'ai adoré Berlin et là je suis partie 2 ans ensuite en Allemagne et j'ai loué Monsieur Péril de nous avoir forcé à apprendre des verbes forts et de nous avoir fait faire des versions, des thèmes sans arrêt parce que du coup j'avais du vocabulaire et j'avais une fluidité grâce à lui. Donc une matière jugée inutile à un moment par un enfant ne sera pas forcément plus tard et on risque d'en avoir besoin. Et c'est là tout l'intérêt de l'école. Je regarde un petit peu ce que vous mettez en parallèle. Une personne compétente, c'est aussi l'occasion d'avoir une autre façon d'appréhender une notion qui n'aurait pas été comprise en classe, j'espère. Exactement. Julie, je suis d'accord avec vous. Quand on a quelqu'un de différent en face du nez, ça permet aussi à l'enfant de poser des questions et d'avoir une autre manière une autre réponse, une autre manière d'aborder une notion que l'on n'a pas comprise. Le professeur peut varier les apports, mais on a toujours la même personne en face du pif et c'est pas toujours facile d'avoir forcément le même professeur toute la journée en face de soi. Et je trouve génial de varier les intervenants. Je trouve que c'est essentiel. Je trouve qu'on devrait beaucoup plus le faire en élémentaire et que chacun devrait enseigner différentes matières dans d'autres classes. Ça s'appelle des échanges de services, un petit peu sur un mode de collège, mais ça permettrait aux élèves de ne pas toujours avoir la même personne devant soi. Parce que je trouve ça un peu costaud pour les enfants avec lesquels ça passe pas forcément avec tout le monde. On n'a pas des affinités avec tous. Alors, le thème pour Claudia, on parle des devoirs et de l'intérêt de faire des devoirs et de ce que veut mettre notre ministre de l'Éducation en place, qui est l'étude assistée pour que les enfants puissent tous faire les devoirs à la maison. Olivier nous dit l'étude assistée n'est salutaire que si elle est organisée en petits groupes. Je suis bien d'accord, entre 5 et 10 élèves grand maximum, et prise en charge par des enseignants qualifiés, sinon ça ne sert à rien. Or, l'État et les collectivités locales n'ont pas ou prétendent ne pas avoir, car il s'agit de choix budgétaires, en effet, les moyens humains et financiers nécessaires pour mettre un tel système en place. Vous avez entendu parler du fait que les enseignants seraient rémunérés pour ça. Donc, sur la base du volontariat, les enseignants proposent déjà, on appelle ça le SRAN, des cours de soutien en été pendant les vacances. À l'époque, on pouvait donner 1 semaine sur les 15 jours de vacances. Enfin, pas donner. On était rémunéré pour faire 1 semaine supplémentaire de cours à des enfants en soutien. Ça marchait très bien. Et moi, je connais plein d'enseignants qui ont besoin de gagner plus, évidemment, pour arrondir les fins de mois. Et le fait d'être rémunéré pour faire des devoirs supplémentaires le soir, en espérant qu'ils aient une solution de garde, qu'ils puissent s'organiser dans leur vie pour faire garder leurs propres enfants, parce que c'est évidemment toujours des choix budgétaires familiaux aussi. Là, on pourrait avoir des enseignants qui s'occuperaient d'enfants. Après, moi, j'aime bien le fait d'avoir des étudiants et des personnes retraitées devant les enfants parce que ça varie les personnes. On a d'autres approches et on n'a pas forcément l'enseignant qui est peut-être fatigué de sa journée d'avoir passé des heures devant les élèves, qui se retrouve face à un groupe d'élèves de nouveau. Ceci dit, en petit groupe de 5 à 10 élèves, c'est pas pareil que d'avoir un grand groupe de 25-30. Donc là aussi, ça change. Monsieur Péril, je vous écrirai après parce que vraiment ça a été marquant pour moi. C'était vraiment exceptionnel de vous avoir en tant que professeur et j'ai beaucoup parlé de vous à plein de monde partout. Donc vraiment merci d'avoir été professeur de seconde en allemand au collège Henri Mack. Et est-ce que j'avais d'autres interventions qui m'ont marqué au sujet de ces devoirs assistés? Il y avait
un témoignage qui m'a beaucoup marqué d'une fille qui me dit que personnellement ses parents lui hurlaient dessus, qu'aucun investissement des devoirs le soir, il n'y avait aucun investissement de leur part pour les devoirs le soir, qu'elle était perdue à la maison, ça ne faisait que gueuler, je cite ces mots, hein. Ils sont restés 30 ans à s'engueuler, ses parents, et à ne pas s'occuper de leurs 2 petites filles. Elle a 44 ans aujourd'hui, pas de diplôme et pas de maltraitance n'a été signalée suite à cela. Et donc voilà, quand on a ce genre de témoignage, on se dit qu'il faut être vraiment, vraiment attentif à tout ce que les enfants peuvent transmettre en classe. Parce que là, effectivement, oui, on a une forme de maltraitance. Si elle n'est que verbale, c'est aussi de la maltraitance. Et je dis que verbale, mais c'est une erreur. Si elle est verbale, c'est aussi de la maltraitance. Parce qu'on peut complètement faire perdre confiance à un enfant suite à ça. Donc les devoirs à la maison, s'ils sont très courts, très légers, faisables par l'enfant en autonomie en semaine, oui. Et s'ils ne sont pas pénalisés, s'ils n'ont pas été faits le lendemain, oui. Le week-end, en donner un petit peu plus et permettre au personnel d'assistance qui sera mis en place aux enfants de les faire en amont. Donc il faudrait que les professeurs donnent ce qu'ils veulent donner pour la semaine suivante, le jeudi et le vendredi, pour que les enfants aient le temps de voir ce personnel et de leur en parler. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les devoirs, et je mettrai peut-être ça par écrit pour que vous ayez une petite base. Enfin, de toute façon, je vous tiens au courant de ce qui sort au niveau du ministère parce que je suis ça de près, comme vous le savez. À bientôt, et n'hésitez pas à intervenir sous cette vidéo parce que je répondrai à tout. Ah, Maï Bernard, à partir de quel âge du coup les devoirs à la maison? Alors, évidemment pas en maternelle, hein. Au CP, ce que j'en dis, c'est que un tout petit peu de lecture le soir, je trouve ça très très chouette parce que l'enfant qui s'entraîne à la maison montre avec fierté à ses parents qu'il sait lire. Et même si c'est en annonnant, si c'est lent, je trouve ça essentiel, même s'il s'agit d'une phrase de 4 mots. Mais je trouve ça bien. CE1, pareil, on continue avec la lecture. Et CE2, là, on peut avoir un petit exercice, quelques mots à écrire pour réviser et pour pouvoir faire l'acquisition de l'orthographe de ces mots, de l'orthographe juste. Le fait de passer par le corps, la kinesthésie, de les écrire, c'est toujours très utile. Donc voilà, pour moi, il s'agit de ça, un petit exercice de mathématiques de temps en temps, quelques mots à copier que le parent va pouvoir dicter. Si les parents ne peuvent pas les dicter, tant pis, l'enfant se rappelle les mots, essaye de les écrire de tête et de se corriger ensuite. Donc vraiment quelque chose de léger, quelque chose que l'on peut corriger tranquillement soi-même ensuite. Voilà. Je vous dis à bientôt, et surtout jeudi je vous parle du Moyen-Âge parce que j'ai plein de choses à vous dire rigolotes. C'est complètement déconnecté de toutes les questions de ministère d'éducation, de ce qu'on va mettre en place. C'est juste pour le plaisir de partager avec vous des choses originales sur le Moyen-Âge. À bientôt.